Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30, 13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une séance qui sera marquée par la publication de différents chiffres d'inflation pour les pays de la zone euro pour le mois de mai, et les premières indications montrent que le mois de mai pourrait marquer un tournant en matière d'inflation et plus précisément de désinflation en zone euro, avec des chiffres d'inflation globale qui ressortent jusqu'à présent assez nettement sous les attentes. On l'avait vu déjà avec le chiffre espagnol hier, une inflation globale sur un an en Espagne à moins de 3%. Évidemment, c'est spectaculaire, lié à des mesures très spécifiques qui ont pu être prises par le gouvernement espagnol. Et puis plus tôt ce matin, nous avons pris connaissance des chiffres d'inflation pour la France. Là aussi, on voit une sacrée marche à la baisse pour l'inflation globale en France au mois de mai, qui passe d'un mois sur l'autre de 6,9 à 6% en données européennes harmonisées. Nous attendons le chiffre de l'Allemagne au global qui sera publié tout à l'heure en début d'après-midi, mais nous avons déjà les premières indications des lenders allemands qui marquent là aussi une marche à la baisse en matière de rythme d'inflation en zone euro. Le chiffre global pour l'ensemble des pays de la zone euro sera publié demain, à 2 semaines maintenant de la prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne. Le marché continue d'anticiper une nouvelle hausse de taux de 25 points de base de la part de la Banque Centrale Européenne, qui publiera également ses nouvelles projections économiques le 15 juin prochain. Et puis dans la série des statistiques du jour ou des informations économiques, les investisseurs prendront connaissance ce soir du Beige Book de la Réserve fédérale américaine, avec une réunion de la Fed qui est programmée pour les 13 et 14 juin prochains. Le buzz du moment, le thème du moment sur les marchés, c'est évidemment l'IA générative, le GPT, qui emballe évidemment les investisseurs sur le marché américain. C'est une véritable escalade boursière à laquelle on assiste, très localisée, très spécifique, Nvidia étant l'emblème évidemment de cette escalade boursière qui profite donc aux hauts fabricants de composants destinés aux serveurs et au traitement de l'intelligence artificielle. Nous parlerons de ce thème dans quelques instants avec Virginie Maisonneuve d'Alliance Global Investors. Et puis bilan du mois de mai et stratégie d'investissement, c'est Arnaud Morel qui sera avec nous en plateau, directeur de la gestion sous mandat de Promépar Asset Management. L'IA générative donc qui emballe les marchés, qui provoque une escalade boursière spectaculaire. Nous en parlons avec Virginie Maisonneuve, avec nous en visioconférence, directrice monde des investissements actions d'Alliance Global Investors. Bonjour Virginie, bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous. Virginie, je le dis, vous partagez avec nous votre enthousiasme pour le thème de la tech et de l'innovation au sens large depuis de nombreuses années maintenant, peut-être même depuis une décennie et plus, Virginie. Et donc, vous constatez comme nous cette escalade boursière autour de l'intelligence artificielle générative et de tout ce que ça implique pour les acteurs de cette chaîne de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce moment spécifique dans le cycle de vie de l'innovation, dans le cycle de vie des sentiments aussi qu'on peut avoir autour de ces innovations dites de rupture, Virginie? Comment vous caractérisez ce moment très spécifique auquel on assiste avec tout l'enthousiasme que la bourse est capable de déployer pour ce genre de phénomène? Oui, merci. En effet, il y a des tendances à court et moyen terme et des tendances à long terme dont il faut parler. Donc, à court terme, c'est vrai qu'on a eu des flambées de certaines données, étant donné la volatilité potentielle des marchés autour d'une économie qui va décélérer, autour de certaines incertitudes géopolitiques, etc. On pourrait avoir des prix qui reviennent, hein, vraiment des grandes flambées. À moyen terme, il y a aussi, je pense, une espèce de point d'intersection avec un renversement de la tendance au niveau des styles, croissance et value. Dans la mesure où le marché s'attend vraiment à un pic des taux, on voit en effet ces inflations, ces chiffres d'inflation qui reviennent, bien que l'économie américaine soit toujours assez résiliente. Et on l'avait bien vu que lorsque les taux étaient en hausse, le style croissance avait bien entendu beaucoup souffert et le style value, lui,
avait bien joué ou performé pendant cette période. Donc on a en fait un retournement. En même temps, on a un thème à long terme et comme vous en avez parlé, ça fait pas mal de temps qu'on en parle. Bien entendu, ce sont des termes qui se jouent à 10 ans, 15 ans, même 20 ans. Et on a en effet avec ce chat GPT, je crois, une porte ouverte où beaucoup ont vu l'application en fait de ce que pouvait être l'intelligence artificielle, non seulement pour s'amuser, on posait des questions chat GPT, mais aussi en voyant l'impact sur tous les secteurs, non seulement sur la tech, mais tous les secteurs de l'économie. Alors là, je pense qu'il y a quand même plusieurs points à amplifier. Premièrement, quelque chose dont on a parlé quand même pas mal, c'est ce concept de darwinisme digital. L'intelligence artificielle va amplifier, si vous voulez, cette compétition non seulement géopolitique, et c'est ce qu'on voit depuis plusieurs années maintenant entre les États-Unis et la Chine, mais aussi entre les sociétés. Et ça, c'est vraiment important pour les analystes et les gérants de comprendre, étant donné que l'évolution technologique n'est pas linéaire, mais exponentielle. Et on voit maintenant ChatGPT, mais très bientôt, on aura des engines qui ont beaucoup de ChatGPT, donc tout va accélérer, si vous voulez. Donc on peut jouer par les composants, mais on peut aussi jouer par des secteurs qui peuvent, j'allais dire, embrasser ces technologies ou adopter ces technologies pour devenir plus performants, donner plus de services aux clients, être plus innovateurs, réduire les coûts. Et en fait, McKinsey a fait une étude en décembre 2022, 60% des coûts de réduction ont été cités par plus de 40% des sociétés qui ont participé à cette enquête en disant qu'en effet, la baisse des coûts en utilisant l'intelligence artificielle dans certaines divisions était de plus de 60%. Donc, quelque chose de vraiment très important qu'on ne peut ignorer. Il faut investir à long terme dans le thème. Et ça place bien l'intelligence artificielle comme un vrai thème de marché, Virginie, pas juste un buzz, pas juste une bulle ou un phénomène d'exagération immédiat. Il y a vraiment la profondeur et l'univers d'investissement qui va avec une vraie thématique de long terme, Virginie. Dans le même temps, je trouve que le marché est très consensuel sur l'idée assez immédiate que ce boom de l'intelligence artificielle profite avant tout aux fabricants de composants, à la hard tech. C'est la revanche de la hard tech aujourd'hui. On le voit encore une fois avec l'exemple Nvidia. Sur le moyen long terme, je vois quand même des positions beaucoup moins consensuelles sur qui va être gagnant, qui va être perdant, à quel moment est-ce que je vais profiter de l'IA, à quel moment est-ce que je serai pénalisé par l'IA. La vision moyen-long terme, elle est encore assez floue, je trouve, Virginie. Oui, et elle est floue et elle est totale, c'est-à-dire dans tous les secteurs. Alors bien entendu, on a cet aspect composant dont vous venez de parler, mais on a bien entendu tout l'aspect, moi, qui m'intéresse énormément, menace cyber ou cyber security, bien entendu, parce que quand on met la montée du quantum computing et la montée de l'intelligence artificielle dans j'allais dire, l'utilisation quotidienne, on a bien entendu des risques cyber qui vont être beaucoup plus élevés. Et donc là, il faut absolument avoir de la protection cyber dans les portefeuilles. Ensuite, il faut penser au-delà des composants. Il faut regarder quels sont les secteurs même traditionnels qui vont pouvoir changer, qui vont pouvoir penser aux librairies et Amazon. Enfin, je veux dire, ce sont des transformations qui vont être aussi importantes et encore plus même. Penser aux services consommateurs, même penser aux services bancaires, par exemple. Vous pourriez voir très facilement un outil qui permettrait, lorsqu'on a des désastres météorologiques, pour les banques de comprendre presque de manière instantanée quels sont les prêts qu'ils ont faits de manière globale qui peuvent être touchés et à peu près à quelle échelle. L'impact même sur la gestion de fonds. Et on sait très bien que le rôle des régulateurs, là, va être important. Il n'est pas encore prononcé. Mais je pense que les régulateurs, en effet, vont être faire très attention à tout ce qui est modèle géré par l'intelligence artificielle à plein temps, si vous voulez, ou complètement. Parce que ce sont des modèles qui changeraient constamment. Donc ça, c'est très, très difficile à régler, à réguler, en fait. Mais
au niveau des outils qui peuvent être utilisés pour les gérants, au niveau des insights, dans la mesure où on a des données énormes, on a des outils qui peuvent faire du résumé. Alors du résumé de milliers de pages de documents, résumé d'emails. On a tous beaucoup d'emails dans nos inbox. Donc ça, mais aussi l'utilisation de données non structurées, par exemple, qui vont être utilisables par les gérants pour devenir plus rapide à analyser donc des données, essayer de déceler des schémas. Et en effet, tous les secteurs où l'intelligence artificielle est très très bonne, donc schémas, données et corrélation en fait. En même temps, corréler des stocks avec des nouvelles, etc., etc. Enfin, beaucoup d'utilisations qui vont changer notre industrie radicalement. Sur la régulation en tant que telle, effectivement, Virginie, comment vous imaginez la ligne de conduite des régulateurs par rapport à ce phénomène? On voit la difficulté que les régulateurs peuvent avoir pour encadrer les GAFAM après les avoir laissés atteindre ces tailles spectaculaires. Est-ce qu'on peut imaginer que la fonction de réaction des régulateurs à travers le monde va être différente, beaucoup plus rapide peut-être par rapport à cette technologie qui est en train d'inonder la planète? Alors, premièrement, comme on en a parlé, on sait que ça va avoir un énorme impact, mais l'impact précis est toujours en train de se dessiner. Et c'est le phénomène intelligence artificielle générative, c'est qu'il va se dessiner, se redessiner et évoluer tout le temps. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, je pense, c'est en effet faire la différence. Les régulateurs vont vraiment essayer de faire la différence entre les outils qui peuvent être utilisés par les gérants pour les aider à prendre des décisions qui restent des décisions humaines, ou des modèles qui sont vraiment gérés, où les décisions sont faites de manière évolutive par l'intelligence artificielle. Et dans ce cas-là, je pense que les régulateurs vont être très, j'allais dire, careful, faire très, très attention pour éviter, en effet, qu'il y ait des surprises au niveau des résultats de fonds gérés de cette manière. Ça nous amène à dire un mot de la dimension militaire également. Vous avez évoqué le sujet de la cybersécurité. On sait que ce genre de technologies sont généralement accélérées par le complexe militaire, alors américain, chinois en face. Ça nous amène à la dimension géopolitique, mais qui est une dimension inévitable, incontournable, j'imagine, quand on évoque ce genre de technologie, Virginie. Oui, très clairement. Et c'est pour ça que depuis le début de la trade war entre les États-Unis et la Chine, il y a plus de 5 ans déjà, pour moi, c'était évident que c'était à propos des semi-conducteurs et pour freiner, en effet, la Chine qui a ce but très clair qu'en 2027, la Chine veut être l'égale des États-Unis au niveau militaire. Donc, cette course, j'allais dire, à l'utilisation, et aujourd'hui, la Chine parle de la sécurité, président Xi en a parlé au niveau de la sécurité cyber, informatique, etc. Bien entendu, c'est inscrit dans un plus grand contexte avec ce qui s'est passé hier avec l'avion. Mais c'est un thème récurrent, c'est un thème qui est important et je pense qu'on va voir de plus en plus d'investissements qui vont se cibler sur, en effet, la défense, le quantum computing et la technologie. Ce sont encore une fois ce concept de secteurs qui sont en train de se confondre. Et c'est pour ça que, étant donné les fonds qui doivent être investis, je pense qu'on s'amène vraiment vers un monde multipolaire au niveau géopolitique et un nouvel ordre mondial post l'ordre après la Deuxième Guerre mondiale qui est en train de se dessiner. Et ça, il faut vraiment suivre ça de très près. Merci beaucoup Virginie. Merci pour votre éclairage sur ce thème de la tech, de l'innovation qui se concentre aujourd'hui autour du sujet de l'intelligence artificielle générative et l'escalade boursière provoquée par l'obsession du marché pour cette intelligence générative, cette intelligence artificielle générative avec l'usage qu'on découvre tous aujourd'hui. Merci beaucoup Virginie. Virginie Maisonneuve, directrice monde des investissements actions d'Allianz Global Investors avec nous en visioconférence.
Et oui, l'IA qui aura marqué quand même la performance boursière de ce mois de mai avec un leadership spectaculaire pour le Nasdaq américain. Parlons justement de ce mois de mai qui se termine aujourd'hui sur les marchés avec Arnaud Morel, directeur de la gestion sous mandat de Promépar Asset Management. Bonjour Arnaud. Bonjour Grégoire. Bienvenue. Traditionnel bilan du mois de mai, qui est toujours un mois un peu particulier sur les marchés, avec cet effet de saisonnalité qu'on a tous en tête. Si on regarde peut-être les grands actifs clés, la performance des indices actions, par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire à l'issue de ce mois de mai qui a été un mois de retracement, j'ose même pas dire correction. Tout à fait Grégoire. Donc oui, on a eu un mois, on va dire, de consolidation. À plat des indices, c'est-à-dire avec des variations qui oscillent entre 2 et 3% sur les grands indices, mais surtout deux ovnis, le Nasdaq qui a plus 24% depuis le début de l'année, avec un run de quasi 8-9% sur le mois de mai, et le Nikkei aussi, qui a battu ses records historiques. Donc ça, c'est les éléments importants. Ce qu'on voit à l'intérieur des indices, c'est quand même des grosses rotations sectorielles avec, on va dire, la mise en avant du secteur technologique à travers l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un point important. Aussi, la consolidation des valeurs du luxe, pourrait-on dire enfin, sur les marchés actions. Et on voit vraiment, on joue dans des ranges sur les indices actions. Le CAC, il est capé entre 7002, 7580. La même chose sur le S&P, 4000, 4200. Et on revient de juste passer au-dessus. Oui. Donc ça, c'est peut-être quand même un bon signal de la poursuite haussière des indices américains, car c'est un signal technique très important que nous suivons tous. Des programmes d'achat pourraient être mis en place sur ces niveaux-là. C'est intéressant parce que le marché américain S&P est plutôt en haut du range, 4002 effectivement, peut-être avec un possible débordement de ce seuil symbolique que tout le monde surveille. Le marché européen, lui, est plutôt dans le bas de son range aujourd'hui. Vous l'avez dit, avec le coup d'arrêt quand même boursier du luxe qui aura marqué ce mois de mai. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a souvent comparé la tech américaine, les GAFAM, ou ce groupe de valeurs, de méga cap américaines, on l'a souvent mis en équivalence avec nos stars du luxe en Europe et à Paris. Bon, le luxe connaît un coup d'arrêt, la tech américaine, aucun coup d'arrêt, voire une accélération. Tout à fait. Pour la partie luxe, d'autant plus aujourd'hui, on a eu les indicateurs économiques chinois, le manufacturier, ressortis en dessous de 50, en dessous de ce qui était attendu. Ça remet un petit coup, on va dire, sur les valeurs du luxe, qui sont aussi bien valorisées aujourd'hui, actuellement. On pourrait dire quand même, on revient sur l'agrégat des valeurs du luxe en zone économique européenne, on se paye à 25 fois les bénéfices. On est proche du plus haut historique. On regarde aussi, point important, le différentiel de valorisation entre les indices, on va dire cash, et les indices de valeur du luxe. Et on a aujourd'hui, entre des indices qui se traitent entre 12 et 13 fois et 25 fois sur le luxe, on a une surcote, une cote, un écart de 90%. C'est ça. Donc c'est quand même très important. Tendu. Ceci expliquant aussi aujourd'hui les mouvements qu'il y a sur cette partie-là. Sur la technologie, c'est encore pire. Non, mais en termes de valo, c'est encore pire. Comme on pourrait souligner, je regardais hier soir sur la clôture, ce qui est intéressant puisque pareil, le Nasdaq toujours en territoire positif. Donc on regarde en termes de performance, le Nasdaq, comme je l'ai dit, c'est 25%. En termes de valorisation, pareil, quand on regarde au sein du S&P 500, le secteur technologie information, ça se traite à 145 fois les bénéfices. C'est-à-dire qu'on est revenu sur les niveaux de novembre 2021. Par contre, la chose qui est quand même peut-être à surveiller, c'est les niveaux d'évolution des bénéfices par action du S&P 500 qui sont par contre bien en deçà des niveaux de novembre 2021. Donc ça, c'est des choses à surveiller, à interpréter. Mais bien sûr, l'avènement de l'intelligence artificielle booste aujourd'hui les indices. Nvidia, c'est plus 150%, après une baisse de 53%. Donc on revient sur des niveaux bien plus importants. Bien sûr que c'est à travailler, mais aujourd'hui en termes de valorisation, Nvidia, c'est 25 fois le chiffre d'affaires. Donc voilà. L'IA plus forte que la Fed, plus forte que la hausse des taux. C'est BofA qui a fait ce petit exercice dans une note récente. Il a fallu 3% de taux réel aux États-Unis pour faire éclater la bulle .com au tournant des années 2000. Je crois que la bulle subprime a explosé avec là aussi des taux réels qui devaient être autour de 3-4%. Bon, la bulle crypto, il a fallu un peu moins, j'allais dire, pour la dégonfler un peu. Là, aux États-Unis, on est à, 1,5% de taux réel, peut-être. Tout à fait. Donc, on voit que pour l'instant, ce genre de contrainte monétaire n'entame pas l'enthousiasme du marché pour un nouveau thème qui est celui de l'intelligence artificielle. On l'a vu sur les dernières séances, Grégoire. Vous avez les indices américains, technologiques, malgré la remontée, on va dire, des rendements obligataires. Une inflation avec un PCE qui est ressorti à 4,4 au-dessus de ce qui était attendu, au-dessus du... Oui, une Fed dont on nous dit qu'elle continuera de monter ses taux malgré la pause. Les anticipations aujourd'hui de Fed Funds aussi, où on était entre pause et remontée de taux directeur. Aujourd'hui, le match avait fait. 65% aujourd'hui, c'est de remonter de 25 points de base sur la réunion du 14 juin de la Banque centrale américaine. Donc,
et les valeurs technologiques qui continuent à aller en avant. Donc c'est quand même des phénomènes à surveiller. Mais écoutez, on ne va pas s'en plaindre. C'est des choses, et l'innovation technologique est quelque chose qui permet aujourd'hui d'avoir une essence au sein du moteur des indices boursiers. Et puis on le voyait avec Virginie, oui. De manière immédiate, c'est très localisé, c'est un buzz, c'est de la hype, le marché en a l'habitude, mais il y a une profondeur quand même derrière le thème qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main quand on a des horizons d'investissement moyen-long terme. Vous évoquez ces écarts de valorisation qu'on retrouve. C'est encore plus marquant quand on va regarder peut-être du côté des small et des mid-cap. Le Russell 2000 ou les indices small et mid en Europe sont encore à 20% et plus bas même peut-être par rapport à leur sommet précédent. Il y a toute une partie du marché qui est encore dans un bear market long qui continue de s'étendre. Tout à fait. Et on le voit, c'est les taux de participation au sein des indices. Dans le stock 600, vous avez 51% des valeurs qui sont en hausse. Je ne dis pas au-dessus de l'indice, qui sont en hausse. Donc le reste est en deçà. Et au S&P, c'est encore pire, vous avez juste 48%. Juste 48% des valeurs qui sont en hausse. Donc voilà, vous avez une polarisation des marchés, c'est-à-dire vous avez 5-6 valeurs qui font de la perf. On regarde au S&P, on revient au sein du S&P. Les valeurs, on va dire GAFAM, j'y ajoute Nvidia, j'y ajoute Tesla, ça représente 29% de l'indice S&P. Donc on retourne un petit peu sur tous les travers que le marché avait gommé au cours des 12 derniers mois. Donc ça, c'est des éléments, bien sûr, que nous regardons avec attention. Mais voilà, il y a des tendances, il y a des méga trends qui sont à surveiller aujourd'hui sur les indices. Par contre, en termes de cyclicité, on voit qu'il y a un écart très important dans les indicateurs avancés entre les PMI des services et manufacturiers. Le marché fait le travail, c'est-à-dire que vous avez toutes les valeurs cycliques, comme vous l'avez dit, qui sont en forte contre-performance, qui sont en performance négative depuis de l'année, des valorisations pour l'énergie, pour le secteur de l'automobile qui sont en dessous de 6-7 fois en termes de PE. Il y a beaucoup d'interrogations. Le travail est fait à l'intérieur des secteurs et des indices. Donc ça, c'est quand même un point qui est important. Beaucoup de mouvements dans ce marché qui est très vivant, malgré, on va dire, le peu d'amplitude dans les performances de marché. Non, c'est sûr. Oui, parce que pendant 2 mois, le S&P est resté entre 4100 et 4200, effectivement. Donc ça reste très, très faible en termes d'amplitude et de volatilité sur ces marchés actions. Cette lecture du marché à 2 régimes, on a envie d'en tirer des enseignements positifs pour la suite en se disant, la participation est très faible, c'est très concentré. Ça peut s'élargir et d'autres secteurs peuvent prendre la relève. Ça, c'est évidemment le scénario un peu idéal, Blue Sky devant nous. Ou est-ce que l'idée de la réconciliation, entre ces deux mondes se fait plutôt par le bas avec un atterrissage pour des valeurs qui sont peut-être un peu trop haut perchées aujourd'hui? Ça va être toutes les tendances, on va dire, des prochains mois. C'est-à-dire quelle va être la tendance de la croissance économique mondiale, quelle va être la tendance de l'inflation, même si celle-ci décroît de façon importante, et surtout la politique des banques centrales. En zone économique européenne, vous attendez quand même 2 hausses supplémentaires. Une hausse peut-être à la prochaine réunion de la Fed. Fait que aujourd'hui, si on a un atterrissage en dessert de l'économie, on peut dire que le boulot est fait au sein des secteurs. Clairement, peut-être que justement, un univers à aller regarder, c'est l'univers des petites et moyennes capitalisations qui surperforment depuis 2 ans. On le voit aussi en termes de paroxysme sur les marchés. Vous avez regardé l'évolution relative du Nasdaq versus le Russell. On revient sur les niveaux des années 2000. Donc soit ça passe avec un atterrissage, on va dire, tranquillement de l'économie. Par contre, si on va dans un scénario avec une récession un peu plus difficile, le travail n'est pas complètement fait en termes de valorisation sur les valeurs. Et surtout, la question est, qu'est-ce qui va arriver aux valeurs technologiques? Ce serait logique aussi que ça retravaille si une récession. Pour l'instant, c'est beaucoup de questions et on n'a pas beaucoup de réponses. On voit que ça fluctue beaucoup sur les données macroéconomiques ces temps-ci. Vous avez évoqué le Nikkei, effectivement, on en a pas mal parlé dans cette émission, le retour du Japon. Je sais pas, là aussi, qu'est-ce que ça vous inspire? Le niveau du marché boursier japonais n'a jamais été aussi élevé depuis l'invention du Walkman, quasiment. Donc ça remonte. Et ça marque la Nintendo, et ça marque les esprits de beaucoup de gérants qui me disent à chaque fois, le Japon, plus jamais. On m'y reprendra plus. Alors, on a initié, nous, en août 2022, j'en ai parlé dans l'émission, le Japon. Pourquoi? Parce que c'était pour jouer la réouverture, qui avait été faite un peu plus tard sur la partie japonaise, un peu comme une composition, on va dire, sectorielle, un peu semblable à la zone économique européenne, ce biais value, ce biais dividende qui nous intéressait assez fortement. Et en plus, pour ne pas gâcher la fête, vous avez les banquiers centraux, la BOJ, qui n'a pas remonté ses taux directeurs, ne va peut-être pas les remonter. En tout cas, c'est ce qu'a dit le successeur de Tsukoda lundi dernier. Et vous avez une inflation qui navigue entre 3 et 3,7%. Donc, c'est plein d'éléments qui sont positifs aujourd'hui. Certes, en termes de valorisation, par contre, on revient à 18,4 en termes de PER. On est sur les mêmes niveaux que le S&P en termes de valorisation, à quelque chose près. Donc ça, c'est des éléments quand même à suivre.
Mais quand on regarde fondamentalement les sociétés japonaises, déjà c'est que l'inflation pourrait être positive sur la compression, on va dire, des primes de valorisation pour les valeurs japonaises, boulot qui a déjà été fait, on va dire, sur les valeurs européennes et américaines. Vous avez aussi des sociétés qui sont remplies de cash dans leur bilan. Et ça, c'est très important. On regardait un petit peu dans les anticipations Bloomberg. Ce matin, on est à 3,7% de rendement potentiel pour les investisseurs sur les equities japonaises. Pourquoi ? Parce que vous avez des programmes de rachat d'actions très importants, des régimes de dividendes, et voilà, plein de choses intéressantes, de la tech, des industriels à l'intérieur. On joue la Chine et les États-Unis qui sont leurs partenaires principaux. Donc plein de choses qui sont intéressantes sur ce pan de la courbe. Et donc c'est une zone où on est encore confortable. On est confortable malgré les régimes les niveaux de valorisation pour les raisons que je vous ai dites, qui semblent intéressantes encore à l'heure actuelle. Bon. Pour le reste, quelle est effectivement la stratégie à ce stade, à l'issue du mois de mai? Où est-ce qu'on trouve des primes de risque, des rendements avec lesquels on est encore confortable aujourd'hui, Arnaud? Alors, en zone économique européenne, avec des valorisations qui sont passées sur le mois quand même de 13,5 à 12,5, donc on a dérété en termes de valorisation sur la zone économique européenne. On ne voit pas pourquoi aujourd'hui sortir de cette zone économique européenne avec du rendement, des croissances d'IPS qui sont pour le coup toujours positives, comme pour le S&P, vous attendez plus de %. Donc on reste positionné et surpondéré sur la zone économique européenne. Le Japon suit dans nos allocations et on va dire que les États-Unis sont la 3e position en termes géographiques. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, en termes de primes de risque, on ne voit pas davantage à être positionné sur le S&P 500 parce qu'aujourd'hui, c'est quand même une zone, et surtout historiquement, beaucoup plus sensible aux révisions de bénéfices par action si on se place dans un scénario de détérioration de l'économie dans les prochains mois, ce qui sera fort probablement le cas. Donc voilà, un peu d'attention et de sous-pondération sur notre zone américaine, on va dire surpondéré sur le Japon. Et bien sûr, on a toujours cette poche de diversification sur la zone émergente et notamment l'Asie. Mais on le voit ce matin, donc le Hang Seng, on passe à -7 depuis le début de l'année. On quasiment, c'est ça. On est revenu à moins 20%. Acteurs, Tencent, JD, c'est au plus bas, des 24 derniers mois. Donc beaucoup de questions sur cette zone-là. On va voir peut-être sur le second semestre où on aura un travail de repricing, de re-rating de cette zone. Mais voilà, c'est un peu le pari, on va dire, de toutes les gestions qui ne marchent pas sur l'année 2023. Et voilà. Ouais, qui renforce encore un peu plus le cas du Japon. J'ai compris que le Japon était une dérivation aussi de l'exposition à la Chine. Le call buffet, voilà, plein de choses sont là pour égayer en tout cas l'exposition au marché japonais. Sur la partie crédit de la zone économique européenne, on est toujours positionné, on aime bien. Chez Promépar, on a lancé un fonds buy and hold en début d'année, on a passé le cap des 100 millions, on a investi dessus, on a un rendement qui est sécurisé, donc on achète. Par contre, on n'est pas plus agressif sur le high yield, et on le voit avec des taux, des défauts qui remontent un tout petit peu. Un peu quand même. Un petit peu, c'est quand même sur les dernières semaines, et ce qui est logique. On voit que les spreads se sont fortement quand même contractés. Donc ça, on ne peut pas dire que le crédit à ce stade est la meilleure opportunité. Je comprends. Donc on fait le travail. Après, on a une classe d'actifs qu'on retravaille aussi, c'est les fonds monétaires. Aujourd'hui, vous avez 3,50 de rendement peut-être sur la zone économique européenne, et vous en avez 5 aux États-Unis. Donc position d'attente très confortable. En couple, rendement-risque pour les prochains mois et au vu du scénario incertain des marchés de l'économie, je pense que c'est une bonne allocation. Ce sera le match et le score final à regarder en cette fin d'année. Est-ce que certains actifs battront le rendement du monétaire américain court terme sans risque? Bon, pour l'instant, les marchés actions sont devant, mais il reste encore quelques mois devant nous. Merci beaucoup Arnaud. Arnaud Morel qui était avec nous en plateau. À l'issue de ce mois de mai sur les marchés, un mois de mai qui aura été un mois de consolidation, et la séance du jour n'y échappe pas avec une petite baisse des indices européens à mi-séance et un CAC 40 qui revient sur les plus bas niveaux depuis 2 mois, depuis la fin du mois de mars, autour de 7175 points actuellement. Arnaud Morel, directeur de la gestion sous mandat de Promépar Asset Management, qui était avec nous en plateau pendant cette demi-heure d'émission. On se retrouve à 17h évidemment en direct sur Bismart.